Bonjour et bienvenue dans ce nouveau AB Lab organisé par Art & Build et en coordination avec EcoBuild. Nous allons nous consacrer aujourd'hui à la biodiversité et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Steven Ware. Bonjour Steven. Bonjour. Tu es architecte et partenaire également chez Art & Build à Paris et tu as invité deux personnes qui sont en vidéoconférence. Florence Avia, qui est biologiste et fondatrice de Your Research Bioscientific. Bonjour Florence. Bonjour. Ainsi que Pascal Jean, qui est directeur de recherche au CNRS. Et vous êtes également, vous dirigez l'Observatoire Homme-Milieu Littoral Caraïbes. C'est bien ça? C'est parfait. Bonjour à tous. Bonjour. Steven, ça fait des années que tu me parles de biophilie. Je me souviens d'interviews qu'on a faites ensemble où tu m'as parlé d'innovation, de bâtiments qui respirent, de matériaux innovants, etc. Deux mots là-dessus sur ton intérêt par rapport à ça? Alors, deux mots, ça va être un vrai challenge, mais oui, notre agence, nous essayons d'adapter une stratégie bio-inspirée. Ça veut dire qu'on regarde tous les différents aspects dont la nature se manifeste, cette intelligence dans la nature. On essaie de s'inspirer de ces différentes démarches pour mieux construire, plus ou moins. Donc, ça veut dire intégrer à la fois une réflexion sur la matière qu'on utilise pour la construction, biosourcée, de regarder l'intégration de la biodiversité, donc de vivre à côté de la nature, d'encourager justement plus d'échanges entre l'urbain, on va dire, le tissu bâti et la nature, les cycles de la nature, et puis la biophilie parce qu'il y a aussi des aspects cognitifs qui guident notre rapport avec la nature, qu'on découvre depuis un certain temps et qui sont extrêmement intéressants pour l'avenir de la conception des bâtiments. Alors Florence, je vais directement me tourner vers toi parce que Steven me parle régulièrement de biophilie, mais est-ce que tu peux me donner une définition de biologiste sur la biophilie pour que je comprenne exactement de quoi il me parle? D'accord. Alors, la biophilie, il faut savoir que c'est une notion qui est assez récente, finalement. Elle date du début des années 80 et c'est l'affinité de l'homme, son affinité innée pour le vivant et les systèmes naturels. Et c'est une référence au lien que les humains recherchent inconsciemment durant leur vie avec le monde vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une perception différente lorsque l'on voit un matériau, lorsque l'on touche un matériau? Tout à fait. Et puis, ça peut être attaché à la culture aussi, parce que selon le pays dans lequel on va vivre, on aura eu une certaine appétence pour tel ou tel matériau depuis qu'on est tout petit. Et donc, on ne va pas le voir ni le ressentir de la même manière. Tu peux citer des matériaux comme ça qui procurent du bien-être, moins de stress? Je vais t'en citer un qui, pour moi, est peut-être le meilleur, c'est le bois. En fait, les études ont débuté justement avec Wilson, qui a défini la biophilie en 1984, qui a fait une étude sur des patients qui étaient hospitalisés. Et en fait, ces patients avaient une vue depuis leur chambre, soit sur la forêt, soit sur un brique. Et il a démontré que les patients qui avaient une vue sur la forêt, en fait, diminuaient le temps d'hospitalisation. C'était également des patients qui étaient moins négatifs vis-à-vis de leur guérison, donc qui guérissaient plus vite. Eh bien, Florence, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai envie d'abattre le mur qui est devant moi pour y mettre un arbre. Mais bon, ça, c'est plus personnel. Ouais. Steven, tu es d'accord avec ça? Parce que moi, j'ai l'impression que justement, Art & Build va très fort dans la construction bois ces derniers mois, ces dernières années. La biophilie est devenue un argument extrêmement important pour nous. Dans notre démarche de convaincre des acteurs comme les promoteurs de construire en bois, parce qu'ils peuvent tout de suite trouver un argument commercial. Quand on dit 10% de réduction de stress, 10% d'augmentation de productivité sur un plateau où le bois est apparent, c'est un argument qui leur permet aussi de parler aux futurs locataires et de dire, voilà, le loyer se défend parce que vous avez ça. Donc, voilà, on passe par la réalité du commerce, de l'immobilier aussi. Mais la biophilie nous a présenté un argument extrêmement fort pour promouvoir, pour pousser la construction en bois.
Pascal Jean, toi, tu t'intéresses beaucoup plus à ce qui se passe dans l'eau, aux animaux qu'il y a dans l'eau, mais je ne parle pas des requins dans la mer. On va directement commencer aux microbes qu'il y a dans nos toilettes et qui vont peut-être modifier notre quotidien, nos villes. Oui, nous on regarde essentiellement ce qui était au départ, ce qui était sous nos pieds. En fait, on a regardé en se promenant dans la ville, on peut regarder que la ville est parsemée d'espaces où il y a de l'eau qu'on peut retrouver, alors de l'eau naturelle comme dans les fontaines, ou de l'eau sur ce que nous on avait étudié, en particulier les caniveaux. Et on a pu montrer que dans l'eau des caniveaux, il y avait une diversité qui était spécifique à la ville, c'est-à-dire qu'on ne retrouvait pas dans l'eau d'alimentation, et qui vraisemblablement jouait un rôle pour la ville, c'est-à-dire je pense que ces organismes contribuent à de la dépollution en milieu urbain tout simplement. Ils pourraient contribuer à un bilan carbone à l'échelle des villes. Et donc on est parti de ces réflexions. Donc qu'est-ce qu'il y a sous nos pieds en termes de micro-organismes? Donc, je parle évidemment de tout ce qui est petit, mais des bactéries, des microalgues, des protistes comme on les appelle, ou des champignons. Et les réflexions avec Arten But, c'est dépasser effectivement nos pieds, et donc à discuter avec Steven. Finalement, j'ai fini par lever les yeux pour regarder la ville dans son échelle et essayer de questionner qu'est-ce qui se passe dans les villes aujourd'hui et quels sont le rôle potentiel des micro-organismes. Et pour juste finir et être court, mais on est en interaction constante avec ces micro-organismes. Ils contribuent à notre santé en termes d'individus. Ils contribuent vraisemblablement à des questions de santé à l'échelle de la ville. Et donc ces questions effectivement d'interrogation entre nous et les organismes qui nous enveloppent, qui sont à l'intérieur de nous, c'est effectivement les questions qui se posent non seulement en tant que biologiste, mais aussi en tant qu'individu vivant dans une ville en part entière. Steven, ça veut dire que ces microbes, ces bactéries, ces petits organismes, ils se retrouvent également dans nos bâtiments? Absolument, ils sont partout, mais vraiment partout, sur nos corps, dans nos intestins, etc. C'est un système avec une richesse, une diversité absolument phénoménale que la biologie est en train de découvrir et de mieux identifier en fonction de chaque type de micro-organisme. On a des virus, on a des microalgues, on a des... je pense que Pascal Jean peut vous expliquer bien mieux que moi. Mais ce que disait Pascal Jean est tout à fait juste dans la mesure où notre objectif, c'est de mieux construire pour la question de santé, pour que nos villes soient le plus saines possible. Enfin, je dis saine, c'est bien-être, c'est qu'on soit bien dans la ville. On construit pas mal d'hôpitaux en milieu urbain et il est important de rassurer la population, de dire aux gens votre perception de la ville n'est pas forcément en phase avec la réalité macrobiotique. Pascal Jean a fait beaucoup d'analyses de l'eau dans les caniveaux de Paris pour découvrir qu'en fait, on a une richesse, quelque chose d'extrêmement positif dans cette présence de microbiodiversité, plutôt que quelque chose qui est souvent considéré comme négatif. Et puis, avec ce qui nous arrive aujourd'hui, cette notion de réaseptiser la ville, on ne devrait pas tourner le dos à tous ces micro-organismes qui ont un impact très bénéfique sur notre santé. Pascal Jean, c'est une catastrophe, l'hygiénisme ambiant? L'hygiénisme ambiant, c'est bien sûr une catastrophe en termes de santé humaine. Si on regarde la santé effectivement dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on est, juste pour donner deux exemples en fait, pour rebondir sur ce qu'a dit Steven, aujourd'hui les épidémiologistes sont assez bien établis que dès les phases précoces, si les enfants ne sont pas assez en contact avec une grande diversité de micro-organismes, ils vont développer de façon assez certaine, où il y aura une prévalence plus importante, d'allergies et d'asthme. L'autre chose que l'on sait, c'est qu'effectivement l'évolution de notre mode de vie, alors certes depuis des temps relativement anciens comme le néolithique, on sait aujourd'hui que le microbiote, c'est-à-dire la diversité des organismes qui vivent sur nous, enfin avec nous, a diminué. C'est-à-dire que la richesse de ces organismes a diminué avec l'évolution de nos modes de vie, l'évolution de notre alimentation et nos modes de vie urbains. Ce qui veut dire que potentiellement, une diminution de cette richesse peut créer des sensibilités,
peut-être des zones de sensibilité relativement différentes. Et je suis effectivement, un grand nombre d'études montrent bien que ces micro-organismes sont en interaction directe avec nous et que la composition de notre microbiote à nous est en interaction directe avec les organismes de l'environnement. Florence, tu crois que le fait de me dire que le bois est moins stressant que le béton, c'est parce qu'il y a peut-être plus de ces petits organismes à l'intérieur? Sur le bien-être et le confort, il y a eu des études de fait sur différents paramètres physiologiques, sur des patients, sur des travailleurs, sur des élèves, sur également des habitants d'habitations individuelles. Et là, on a démontré qu'il y avait une diminution de l'activité cardiaque, une diminution de l'activité respiratoire, mais également très important, une diminution du taux d'hormone du stress, qui est le cortisol. On a aussi une augmentation de la récupération avec un meilleur sommeil, et tout ça lorsque l'on est avec un aménagement intérieur bois. Le bois a une capacité de s'adapter en termes d'absorption de l'eau dans l'air, de l'hygrométrie, ce qu'on appelle. Donc, il y a une zone de confort, comme tout paramètre. Quand il y a beaucoup d'humains dans une pièce, beaucoup de personnes dans une pièce, il y a forcément une augmentation de la taux d'hygrométrie parce que, voilà, on transpire, etc. Le bois s'adapte comme une éponge par rapport à cette présence et puis il va lâcher l'eau petit à petit. Donc, en fait, il y a un effet tampon sur cette hygrométrie qui va améliorer notre confort. Donc, les autres matériaux, en général, ça passe par la condensation, ils ne réagissent pas de la même façon. Donc, comme beaucoup d'autres matériaux issus de la nature, il y a cette capacité de s'adapter et de s'adapter justement aux besoins de l'humain, de la physiologie de l'humain. Artenbin ne fait pas spécialement de la maison individuelle, elle fait plutôt des grands projets. Vous pourriez aller trouver des grands promoteurs avec des projets en abordant ce type de questions? Absolument. Mais c'est exponentiel déjà. Pour parler de la construction en bois, on a commencé tout petit il y a une dizaine d'années et maintenant on parle de centaines de milliers de mètres carrés. Donc je pense que c'est bien parti. Une des choses qui était importante pour nous, c'était de trouver une façon économique, enfin à coût équivalent, de construire avec le bois dans un secteur extrêmement résistant au changement, avec ses habitudes, avec les liens avec les industriels, certains matériaux qui existent depuis très longtemps. Là, quand on a proposé du bois, on a dit mais laissons le bois apparent, on ne va pas l'encapsuler comme on fait dans beaucoup de bâtiments, on a couche après couche après couche. On le laisse apparente et on découvre qu'il y a cet effet dit biophilique du bois et cette résonance pour l'hygrométrie, pour d'autres capacités, pour d'autres caractéristiques qui sont très favorables. Et puis on découvre qu'il y a tout un autre paradigme qui s'ouvre devant nos propres yeux. Et ça ne fait que accélérer l'adoption du bois dans la construction. Pascal Jean, depuis que Steven Ware t'a fait lever les yeux pour regarder la ville et non plus juste ce qu'il y a sous nos pieds, est-ce que tu vois la ville différemment? Comment est-ce qu'on pourrait construire une ville moins stressante? Aujourd'hui, ce champ de recherche dont on parle, qui est évidemment l'étude de l'holobionte à l'échelle de la ville, c'est-à-dire l'ensemble des organismes qui interagissent avec nous, est un domaine en plein essor, un domaine en explosion. Il y a vraiment de plus en plus d'articles qui sont là-dessus et qui le prouvent. Je redonnerai un exemple avant de revenir sur la question que vous me posez. On sait aujourd'hui que même à l'échelle de la France, on voit dans les poussières à l'intérieur des maisons des différences entre les gens qui vivent dans le nord et les gens qui vivent dans le sud. Et les différences en fonction effectivement de l'environnement proche, c'est-à-dire le landscape, du paysage en fait qui entoure les maisons, a une influence directe sur les organismes qui vivent à l'intérieur de poussière. Donc on comprend bien effectivement, de par ce seul exemple, c'est un exemple qui est vrai, qui a été étudié à l'échelle de la France entière. Donc on comprend bien qu'il y a une interaction stricte et forte et inévitable, je dirais, entre soi, nous et les organismes. Il y a des interactions évidemment fortes entre le construit, le bâti, son aménagement, comment on aère les pièces, la ventilation. Il y a des études qui montrent effectivement l'impact sur le microbiote humain et sur la présence de bactéries, du fait que les fenêtres soient ouvertes ou fermées,
du mode effectivement d'aération des bâtiments. On voit aussi effectivement des impacts entre l'architecture d'un bâtiment, c'est-à-dire que la possibilité d'échange et de navigation des personnes dans une pièce et les microbiotes qui peuvent être présents dans cette même pièce. Donc ça, c'est à l'échelle du bâti ou du construit. Et donc à l'échelle de la ville, il est clair qu'on va avoir à peu près les mêmes choses, puisque nous sommes, comme on le sait bien, porteurs de micro-organismes, on est véhicule de micro-organismes, et on est aussi le réceptacle des micro-organismes qui nous entourent. Et donc je pense qu'à l'échelle de la ville, une ville effectivement qui serait plus riche de diversité, notamment en micro-organismes, ferait effectivement que les humains auraient récupéré une partie de cette diversité. Pascal Jean, tu as cité un mot qui dit holobionte. Tu peux me redonner la définition de ce mot ? Ouais, alors l'holobionte, c'est simple, c'est partir d'un organisme vivant et puis de regarder l'ensemble des organismes qui sont en interaction avec lui, et notamment l'ensemble des micro-organismes qui interagissent. Donc, je vais donner juste 2 exemples. Pour nous, c'est regarder effectivement non pas que les cellules humaines, mais l'ensemble des bactéries, champignons qui vivent en interaction avec l'homme. Et comme on sait tous aujourd'hui, on a plus de micro-organismes avec nous, entre guillemets, si on considère notre holobionte, que d'organismes, que de cellules dans le corps humain. Et je trouve la notion d'holobionte à l'échelle de la ville est intéressante, puisqu'au départ, l'holobionte, c'est fait pour parler donc d'un organisme vivant. Et c'est peut-être comme ça qu'il faut concevoir la ville, c'est-à-dire comme un organisme vivant en tant que tel. Et regarder l'holobionte de la ville, c'est regarder effectivement l'ensemble des organismes qui vivent dans cette ville vivante. Avec les métros, les systèmes de métro, les différents réseaux d'eau, les différents systèmes de mobilité, il y a un profil de cette micro-biodiversité qui est assez stable. Et ça, c'est forcément un sujet très intéressant pour les architectes, pour tous les concepteurs de la ville, de mieux comprendre ce que c'est, mais même à l'échelle de la ville, dans son ensemble. Donc ça veut dire que le microbiome peut défendre nos villes ? Moi, c'est toujours difficile de répondre. Un scientifique ne va pas dire oui, je pense. Il a dit on a besoin de regarder ça davantage, d'utiliser les moyens qu'on a aujourd'hui. La force de frappe de l'ordinateur aujourd'hui permet de faire ce type d'analyse. Et peut-être on va trouver qu'on est capable de faire ça. Mais quelle opportunité si c'est bien le cas. Si on analysait toutes les bactéries et micro-organismes qui étaient aujourd'hui dans une ville particulière, dans 100 ans, il ne ressemblera pas à ça. Et donc, je pense que l'étudier à l'heure actuelle, c'est aussi un travail de mémoire pour les générations à venir, et aussi un mémoire de mémoire pour essayer de voir effectivement l'influence des modifications climatiques, évidemment, des modifications des modes de vie, et puis des modifications architecturales sur des trajectoires qui s'inscrivent dans le temps long. À vous entendre, moi, ça me fait quand même un peu peur tout ça, parce que j'ai l'impression que je ne suis plus moi-même et qu'il y a des milliards et des billiards je ne sais pas, d'êtres vivants, je ne sais pas comment les appeler, qui me dirigent en fait quelque part. Peut-être que si je vais à droite, ce n'est pas moi qui l'ai décidé, mais c'est tout ce qui m'entoure. C'est normal, je pense que le monde vivant peut provoquer à la fois un effet biophilique ou un biophobique. C'est normal. Hein. Enfin, Edward Wilson, qui a écrit ce livre dont Florence a évoqué, parle aussi de notre réaction naturelle basée sur la peur, enfin, un peu intuitif de la nature. Ici, on parle de quelque chose qui est quasiment invisible, qu'on ne connaît pas. Il n'y a que le côté conscience collective qui construit cette peur des microbiomes. Quand on parle de ça, en général, tu as utilisé, pour démarrer la discussion, le fait que ce soit dans les toilettes. Donc, le microbe est associé aux toilettes. Or, ce que la science nous apprend aujourd'hui, et Pascal Jean a parlé de nombre d'articles publiés quasiment tous les jours sur la richesse qu'on découvre, c'est qu'en fait, on n'est pas du tout dans un contexte négatif. C'est plutôt symbiotique, voire positif et important, essentiel pour la santé de l'humain, d'avoir justement cette monde autour de nous. La nature, pour beaucoup de gens, c'est sale. C'est plein de petites bêtes, ça crée des saletés, c'est pas net. Comment est-ce qu'on lutte contre cette biophobie ? Alors, concernant le bois,
On a démontré que effectivement il y avait cette idée de le bois c'est sale, il faut surtout pas l'utiliser dans les cantines, il faut pas l'utiliser, surtout pas dans l'hôpital. Et finalement, on s'est rendu compte que le bois ayant cette propriété antimicrobienne, et bien finalement, on arrive aussi à le nettoyer et à le nettoyer sans chimie, sans apport de molécules chimiques, pour qu'il soit à nouveau réutilisable d'un point de vue hygiène, autant dans les cantines que dans l'hôpital. Alors, dans les cantines, c'est bel et bien prouvé. Et dans l'hôpital, on est en train de faire des travaux avec différents centres hospitaliers universitaires qui nous suivent sur cette voie et qui sont finalement des novateurs parce que le bois est encore attaché à cet a priori négatif, comme quoi c'est un matériau sale par rapport au plastique, à l'inox, etc., tous ces matériaux que l'on retrouve dans l'hôpital classique. Mais on a quand même des exemples comme par exemple au Japon, où on a une clinique neurochirurgicale qui a été faite en bois massif jusque dans le bloc opératoire. Donc, on se dit quand même que si une clinique neurochirurgicale a accepté du pin massif dans son bloc opératoire, c'est qu'il y a bien été démontré qu'il n'y avait pas de danger pour des patients qui sont quand même particulièrement fragiles en neurochirurgie. Toute question de santé est une question d'analyse de risque. Ça, les médecins le diront. On est confronté par cette analyse tous les jours. Aujourd'hui, le risque le plus profond qui menace l'humanité, évidemment, c'est le changement climatique. Donc, pousser le bois pour mieux construire, pour avoir un meilleur bilan carbone et de balayer ces questions de le bois, c'est pas bon pour ça, etc. C'est des micro-chantiers à faire afin d'atteindre justement une question de gestion de risque. De calmer un tout petit peu cette évolution qui est potentiellement catastrophique. Donc, c'est super cet exemple-là. Je sais qu'il y a aussi une clinique néonatale qui a été livrée en bois apparent en Angleterre. Donc, il faut thésauriser tous ces projets au fur et à mesure. C'est ce que fait Florence aussi, pour montrer aux différents acteurs que ça vaut la peine d'aller dans ce sens-là et que les niveaux de risque ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'on imagine aujourd'hui. Comment est-ce qu'on arrive à ce que l'entrepreneur qui vient chez Monsieur et Madame Tout-le-Monde puisse apporter des réponses de ce type-là ? Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans le bois qui vous expliqueront, pas tout ce qu'on vient d'expliquer dans le détail, mais vous avez beaucoup plus de chances d'avoir une explication du provenance du bois. Si vous avez quelqu'un qui va vous vendre de l'acier, il ne va pas dire « ça sent bon, c'est de l'Australien ça ». Non, mais par contre, si vous avez quelqu'un qui est avec le bois, il va dire « ça vient de l'Alsace, c'est de l'épicéa », il va vous raconter l'histoire. Donc déjà, il y a une association avec la matière qui est beaucoup plus riche. Et donc, c'est ça qui va guider le choix du particulier. Florence, un mot pour conclure cet échange ? Effectivement, il faut se refocaliser sur les matériaux que l'on utilisait avant d'avoir du béton, par exemple, dans la construction partout, ou du plastique partout, dans tout ce qui est l'alimentation. Parce que effectivement, tout ça, c'était des matériaux que l'on utilisait depuis des millénaires, justement pour pouvoir bénéficier de certaines bactéries, pour pouvoir affiner du fromage, par exemple, pour pouvoir avoir un meilleur vin, un meilleur whisky. Et il faut qu'on continue effectivement à étudier tout ce que l'on ne voit pas dans le bois pour savoir tout ce que ça nous fait chez nous, l'homme, et qu'on ne va pas voir ni ressentir tout de suite. Et il faut effectivement qu'on arrive à mettre des chiffres, des datas en face pour pouvoir aller convaincre encore plus du bienfait de ce matériau. Steven, je pense que vous êtes sur une lancée et que vous n'allez pas vous arrêter de sitôt dans vos recherches, que ce soit dans le bois ou dans d'autres matériaux biosourcés. Oui, j'ai beaucoup de chance d'avoir justement rencontré les biologistes qui sont prêts à dialoguer, parce qu'un des problèmes qui nous confrontent aujourd'hui, c'est la différence entre le vocabulaire, le jargon, la démarche des artistes, architectes, etc., les concepteurs, et la démarche des scientifiques. On a besoin de créer ces passerelles et les échanges avec les amis biologistes, Pascal Jean et Florence, m'enrichissent tous les jours et c'est très enrichissant pour l'agence de
façon générale. Ils nous font ouvrir les yeux. Eh bien, on va ouvrir nos yeux, on va ouvrir également notre cœur pour percevoir tout ce qui nous entoure. Je vous remercie à tous les trois d'avoir participé à cet échange. Merci également à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour un autre AB Lab.